je coche. J'accepte les conditions du présent contrat. J'en accepte les conditions. J'accepte les conditions que je n'ai pas lues. J'accepte les conditions qu'en général je ne lis pas. J'accepte les conditions que je ne lis jamais. J'accepte toutes les conditions. Toutes les conditions que je n'irai pas. Toutes les conditions que je ne lirai jamais. En cela, j'accepte tout ce qui pourrait arriver. Probablement ce qui devrait arriver à d'autres. J'accepte tout ce qui pourrait arriver à d'autres. J'accepte ce qui arrivera à d'autres. J'accepte ce qui arrive aux autres. J'accepte ce qui arrive à l'autre. J'accepte aussi ce qui n'est pas encore arrivé, ce qui n'est encore jamais arrivé à personne. J'accepte même ce qui n'arrivera pas. Et là, ma foi, si par malheur, j'accepte ce qui m'arrivera, j'accepte de ne rien exiger, j'accepte ce que l'on va me donner, j'accepte de vous suivre, j'accepte de m'en remettre, j'accepte de m'oublier, j'accepte de vous croire, j'accepte de m'ignorer. Longtemps, elle avait porté un masque noir sur les yeux, mais il était tombé en panne. Elle s'était réveillée. Elle dit que, là-bas, dans la réalité nouvelle, elle a connu des extases. À côté, le vieux monde paraît sordide, barbare, un monde inhumain. Que nous offre-t-on ici ? Vieillir et mourir. Elle en voulait davantage. Elle en voulait pour son argent. Elle a vendu tout ce qu'elle possédait pour accéder à la réalité nouvelle. Elle s'est préparée des mois à l'avance sans rien dire à ses proches. Les riches pouvaient abandonner leur corps, télécharger leur cerveau directement sur un serveur. Il n'y avait pas de risque de retour. Elle avait dû se contenter d'un masque. Cet après-midi-là, comme il m'arrive souvent de le faire, je regardais par la fenêtre, tout en pensant à autre chose. Je regardais à moitié, comme on dit, les yeux dans le vague, ou la tête ailleurs. À un certain moment, la rue se retrouva déserte, les feuilles mortes immobiles au sol, et au-dessus des arbres, les nuages ne bougeaient plus. Tout s'était arrêté. Ce fut une intuition, tout d'abord, un frisson, une onde à la surface de l'eau. Tout s'était arrêté. La conclusion était là. L'ennemi est à l'intérieur. L'ennemi extérieur n'existe pas. Il n'est qu'un prétexte. Je vis de préjugés, convaincu de mes soucis. Je ne peux faire confiance à ce que je pense.
L'esprit est un monde minuscule et reclus qui ne veut pas nous laisser aller, voir, percevoir, ressentir, flâner, s'ouvrir, se perdre ensemble, s'allonger, profiter. Non, oh non, 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 il nous réveille au milieu de la nuit, interrompt le rêve, suspend le repos, l'esprit craint, calcule, projette, s'offusque, interprète. Il se méfie, ment, manipule, domine, impose, humilie, brûle, blesse, torture, détruit, rase, anéantit. Puis il se retire, rampe au fond de son trou humide. L'âme, lieu de culte où naissent les angoisses, qui plus tard, bientôt, repartiront défigurer le monde à l'image de la peur que l'esprit a fait naître partout où il se trouve. L'effroi par lequel il vit, n'ayant nul besoin de prendre forme physique pour traverser le temps et assurer son existence. Tout est pensé. Tout d'abord, tout est pensé. La femme décrit ses journées dans la réalité nouvelle. Chaque matin, elle est réveillée par le bruit d'une cascade et par des chants d'oiseaux, une subtile rumeur générée par la maison. La maison est un ordinateur domestique, programmé pour assurer son bien-être. La femme en parle comme d'une personne ayant réellement existé. Elle est incapable de décrire la maison, fluctuant au gré de ses désirs. « Montre-moi le monde », demande-t-elle. « Je suis le monde », répond la maison. Rien n'échappe à la maison. La maison prend soin. Qu'est-ce que la femme ferait sans elle? La preuve, soupire-t-elle. Elle n'est plus aujourd'hui que l'ombre d'elle-même. Dès son arrivée, elle a le sentiment d'avoir toujours vécu là. Est-ce que je suis née ici? Demande-t-elle parfois. La maison ne répond pas. Certaines données sont verrouillées. La femme a complètement oublié le monde d'avant. Elle a l'impression que c'est la maison qui l'habite, elle. Que fait-elle de ses journées? Parfois, il pleut, explique-t-elle. La pluie est une caresse, si parfaite qu'elle ne mouille pas. Elle reprend son récit. Après la cascade et les chants d'oiseaux qui la réveillent chaque matin, la lumière augmente progressivement. À chaque fois, elle est heureuse de commencer une nouvelle journée. Sa chambre est un verger. Il lui suffit de tendre les mains pour cueillir une mangue. Sa saveur est immuable et la maison en produit sans cesse. Le même rameau, un jour dégarni, et dès le lendemain lourd d'un fruit mûr. Et le petit déjeuner est servi par un maître d'hôtel, Channing. Il a un corps musclé, ne porte pour tout vêtement qu'un nœud papillon et un pantalon noir. Cela va de soi, il sent la fraise. Puis, c'est un éternel présent. Elle marche dans l'herbe, en contrebas, dans un bosquet coule un ruisseau. Lorsque la femme arrive au ruisseau, elle est instantanément ramenée à son point de départ. Répétition activée annonce la maison. Alors, l'obscurité se fait, elle se réveille à nouveau dans son lit. Une grosse mouche, amère de verte, vient de heurter le vitrage. Elle court sur la vitre. Elle redécolle. Je l'entends tourner dans la pièce. Elle heurte à nouveau le vitrage, court sur la vitre, redécolle.
Elle tourne dans mon dos. La grosse mouche verte heurte à nouveau le vitrage. Elle redécolle. Tourne. Avant que les petites mouches qui tournent autour des fruits pourris ne tournent autour de moi, ne se posent sur la bouche. Avant que les petites mouches qui tournent de ci, de là, ravies, ne se retournent et louchent en direction du lit. Avant que les petites mouches qui tournent autour des fruits pourris ne s'en détournent en douce, ne se rapprochent de moi. Avant que les petites mouches qui flirtent sur les draps salis ne tournent autour des bouches, ne s'invitent dans le lit. Avant que les petites mouches qui tournent autour de moi, pourries, ne volent de là, de ci, ne s'amusent dans la bouche, ne volent de ci, de là, ne s'amusent dans les couches. Les petites mouches se glissent sous les draps et ressortent par la bouche. Plus rien ne se lit. J'ouvre la fenêtre. La femme revit indéfiniment son réveil, car c'est le moment de la journée qu'elle préfère. À cet instant, tout paraît possible. Bien sûr, elle pourrait traverser les murs de sa chambre, voler au-dessus du verger, se dédoubler, faire tout ce qui lui passe par la tête, ses caprices les plus fous. Mais ce qu'elle préfère, c'est se réveiller dans son lit et se faire servir son petit déjeuner sur un plateau. Un matin, elle regarde l'herbe et une pensée saugrenue germe dans son esprit. Qui la mettra en terre? Quelqu'un a dû lui apprendre à marcher, à manger, à respirer. Elle a oublié qui. Après cette soudaine mélancolie, il se passe quelque chose. Channing, le servir boy, amène un jus d'orange. Pourtant, la femme ne se rappelle pas en avoir demandé. Puis, il cligne de l'œil bizarrement. Un tic nerveux, son bras tressaute et répand le jus d'orange sur le sol. Certains avatars sont programmés pour introduire de l'imprévu dans leur comportement. De façon aléatoire, une de leurs actions échoue. Ils trébuchent, renversent un verre, feignent une maladresse humaine pour que l'effet de réel soit parfait et que l'esprit des hommes reste en alerte. Alors, la femme ne s'inquiète pas, plus que de raison. Le jus d'orange paraît noir, forme une tache sirupeuse. La femme raconte, fascinée, que la tache continue de s'étendre, même si le verre est vide.
soleil se couche derrière le Jura. Il laisse le ciel orange. Rouge, la montagne. Rose, la lune. Pâle, les routes. Grise, la terre. L'herbe jaune, l'eau verte. Suspendus, les yeux ouvertes, les pensées tombantes, la nuit. L'éclairage public s'est allumé. Lumineuse, la banlieue. Dans le cadre de la fenêtre, les gens rentrent chez eux. Discrète, l'obscurité dans les phares des voitures arrêtées les unes derrière les autres. Bientôt noir, le ciel. Je referme la fenêtre. Les arbres bruissent, même quand je n'y suis pas. L'orage éclate, même quand je ne l'entends pas. Le cours d'eau se faufile, même quand je ne le remarque pas. L'herbe bouge, que je m'y couche ou pas. Le sentier amène à l'horizon, même quand je ne l'emprunte pas. Et le soleil réchauffe les pierres, même quand je n'en profite pas. De nouvelles pousses apparaissent, même quand je n'y songe pas, et meurent, même si je ne le désire pas. Après la pluie, la terre est humide. Après les nuits chaudes, la rosée est là. Après tout, même quand je n'y suis pas. Le jus d'orange paraît noir, forme une tache sirupeuse. La femme raconte, fascinée, que la tache continue de s'étendre, même si le verre est vide. La maison s'éteint, produisant le bruit d'une porte métallique qui claque dans un souterrain. Elle s'est retrouvée ici, brutalement ramenée dans la vieille réalité. Depuis, elle espère à chaque instant se réveiller de ce cauchemar. On lui demande comment elle s'appelle. La femme se concentre. Elle passe en revue les lettres de l'alphabet. Est-ce que le nom commence par un A? Est-ce que le nom commence par un B? En principe, une fois qu'on a la première lettre, le reste revient tout seul. Elle passe en revue toutes les lettres une première fois, une deuxième, s'arrête sur le C. C'est peut-être un C. Elle tire. Mais au bout du hameçon, il n'y a rien. Dehors, derrière la fenêtre, tout va bien, tout suit son cours, tout est prolongement, pas de problème. Pas de haine, rien n'est sale. La vitre? Derrière les carreaux, je rêve de pissenlits jaunes. De pissenlits jaunes dans les prés du printemps qui, une fois blancs, s'en vont. Comment ceci est-il possible? Je ne comprends rien aux pissenlits jaunes dans les prés du printemps qui, une fois blancs, d'un souffle, s'en vont. Je rêve de pissenlits jaunes qui, blancs, s'en vont. De pissenlits jaunes dans les prés du printemps. De pissenlits jaunes qui, une fois blancs, s'en vont. Je n'y comprends rien.
blancs s'en vont, dépissant les jaunes qui, une fois blancs, d'un souffle, s'en vont.